On a presque peur de quitter ce statut de malade. Je sais pas comment le dire, mais c'est un peu ce qu'on ressent. C'est bon, c'est sûr. Est-ce que je vais pas rechuter? Dans combien de temps? Et en fait, il y a un moment, on a vraiment envie de rechuter. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, je vais rechuter. Ça va revenir. Je peux pas être guérie aussi vite. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Manon. Donc Manon, tu as été une patiente et tu vas peut-être nous dire que tu l'es encore. Oui, exactement. Et donc, avant de débuter cet entretien, on va se présenter tous les deux. Moi, je m'appelle Combaumier, je suis médecin hématologue. Je travaille actuellement à l'hôpital Saint-Louis, je fais de la recherche actuellement pour être plus précis. Mais donc, j'ai soigné beaucoup de patients qui ont eu des lymphomes. Et aujourd'hui, on a un regard croisé avec Manon. Bonjour, donc je m'appelle Manon, j'ai 25 ans. J'ai un profil un peu atypique parce que j'ai été diagnostiquée il y a maintenant 3 ans de ça d'un lymphome de Hodgkin stade 2B. Et en parallèle, en fait, j'entreprenais mes études d'infirmière. Donc ça a été un petit peu difficile pour moi parce qu'il a fallu que je passe d'un côté soignant, en fait, du côté patient. Et ça a été une rude étape dans ma vie, quoi. Donc on va commencer par justement parler du diagnostic parce que comme tu dis, tout se bouleverse d'un coup. Ouais. Toi qui étais élève infirmière, qui apprenait à soigner les gens, à s'occuper d'eux, à limite de plus en plus aussi prendre du recul pour pas t'investir trop émotionnellement dans chaque soin, chaque patient, etc. Bien là d'un coup, tu as eu une espèce de grosse claque qui a dû t'arriver dessus, avec des symptômes éventuellement pour arriver à un diagnostic. Et donc tu as dû avoir d'un coup peur, ne pas comprendre ce qui se passait. Peut-être que tu peux nous raconter ce que c'est cette démarche diagnostique. En fait, la démarche diagnostique a été, je pense pour moi, la plus éprouvante à ce jour, parce qu'elle a été très longue, très longue. En fait, je suis rentrée en école d'infirmière en 2018, en septembre 2018. Et j'ai commencé en fait tout doucement à... déjà en septembre 2018, j'ai eu une mononucléose infectieuse très importante qui en plus a été majorée par le fait que j'ai pris l'antibiotique qu'il ne fallait pas et qui du coup a un petit peu aggravé les symptômes. Je suis restée clouée au lit au moins 1 mois et demi. Ma formation a été mise un petit peu à rude épreuve parce que forcément plus d'1 mois et demi d'absence, j'ai failli être récusée de la formation. Finalement, je me suis battue en étant à la maison, j'ai quand même essayé de continuer tout ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à tomber malade pour un oui, pour un non. On comprenait pas. Bon, le petit truc que j'ai pas avoué, c'est qu'en fait, juste avant de rentrer en école d'infirmière, j'étais pas vaccinée contre le vaccin contre l'hépatite B. Je ne voulais pas le faire parce que j'ai une maman qui a atteint d'une sclérose en plaques. J'avais demandé des dérogations à l'ARS, à mon école qui m'ont été refusées. Donc bon, avec du recul et tout, j'ai dit ok, je la fais. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est là que y a plein de choses dans ma vie qui ont commencé un petit peu à déraper. Donc la mononucléose en septembre, après des petites babioles, mais j'ai jamais autant été malade en fait, une sciatique, des gros rhumes, des angines, des otites. Bref, j'ai fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital. Et en novembre 2018 aussi, j'ai commencé à devenir intolérante. Bon, je vais pas dire que j'étais intolérante à ce moment-là à l'alcool parce qu'on ne le savait pas. J'avais des grosses douleurs en fait dans le bras qui apparaissaient surtout au moment le soir en fait, souvent après les repas, et j'arrivais pas à comprendre en fait pourquoi des douleurs comme ça. Au départ, c'était des petites crises qui duraient un quart d'heure, 20 minutes, qui finissaient par s'arrêter, et voilà. J'avais passé différentes prises de sang pour vérifier que tout allait bien au niveau du foie et tout était ok. Donc bon, c'est peut-être une allergie qui vient comme ça. On avait dit que plus tard on ferait des recherches au niveau de Pasteur et tout. Bon, on l'avait pas fait sur le moment parce que ma mère, elle, est intolérante à l'alcool, mais elle depuis la naissance en fait. Donc bon, moi, pourquoi du jour au lendemain en fait je deviens intolérante? Je deviens avoir des douleurs assez bizarres. Fin 2018. Oui, j'ai dit 2018 tout à l'heure, mais c'était 2016 que je suis rentrée en école d'infirmière. Et fin d'année 2018, une douleur, un secou un soir qui me prend dans le bras, comment dirais-je, violente. Mais la sensation d'avoir un brassard à tension, en fait, qui me comprime l'intégralité du bras. Et ce qui, moi, un petit peu m'a perturbée, c'est que cette fameuse douleur que j'ai de temps en temps le soir, fameuse crise, sont les mêmes. Bon, on comprend pas bien et tout. Et c'est là un petit peu qu'en fait, on comprend que ce serait peut-être un rapport avec l'alcool. Bon,
ok, pas de problème. Quand je sors, il n'y a plus de petite bière, il n'y a plus de tout ça, c'est pas grave, c'est qu'un à côté. Ces douleurs, en fait, s'amplifient. Je vais au travail le lendemain, impossible de dormir. Le travail, ça se passe pas bien. On me demande d'appeler la médecine d'appeler SOS médecin, ce que je ne fais pas parce que le lendemain, il fallait que j'aille absolument en stage pour l'école. Je me dis non, je peux pas me permettre de louper les stages pour l'école. Mais en fait, impossible d'y aller. Et en fait, au fur et à mesure, les crises chaque soir devenaient de plus en plus violentes. Impossible de dormir. Et là, à ces moments-là, je me sentais seule parce qu'en fait, je suis allée voir le médecin qui m'a fait passer en fait tout de suite un petit peu une IRM en urgence cérébrale en se demandant si je déclarais pas une CEP, une sclérose en plaques à mon tour. Finalement, les retours sont négatifs. Je passe une prise de sang qui me montre un côté un petit peu infectieux et un peu inflammatoire, mais bon, rien de plus alarmant sur le moment. On me met sous cortisone parce qu'il fallait absolument que je retourne en stage. Ça faisait déjà une semaine que j'avais loupé mon stage et bon, c'est pas dans mon habitude d'être absente comme ça. Donc, pour ma conscience professionnelle et même d'étudiante, il fallait absolument que j'y retourne. Donc, on me met sous cortisone un petit peu pour voir si je réponds. Et effectivement, il y a une très bonne réponse, plus aucune douleur. Donc, à cette même période, mon médecin traitant partait en vacances. Donc, du coup, elle m'a laissé ce temps-là, en fait, sous cortisone. Et m'avait dit au bout d'un moment, ça serait bien que tu échelonnes, que tu arrêtes tout doucement la cortisone. Dès que j'ai commencé à arrêter, ça a été l'enfer. Du coup, sont arrivées les vacances. Et donc toi, jusque-là, tu as d'un coup des symptômes qui sont assez atypiques. Hein. C'est dans un diagnostic de lymphome, pour les gens qui nous regardent, c'est pas du tout habituel, fréquent. Les lymphomes, on va chercher généralement des ganglions. On va avoir des signes généraux plutôt, on va rechercher des gens qui ont des sueurs nocturnes, qui peuvent transpirer la nuit, qui vont perdre du poids. Et donc à ce moment-là, une grande fatigue. Donc on peut recouper certaines choses, comme tu disais, les douleurs quand tu buvais de l'alcool, etc., qui peuvent nous évoquer de temps en temps un lymphome de Hodgkin. Mais tu avais du coup des symptômes assez atypiques. Et du coup, tu étais jeune, donc on se disait, il n'y a pas de raison que tu sois malade. Les examens sont négatifs. En fait, ça a été ça. Ça a été que des examens qui revenaient négatifs. Comment tu sentais le regard des soignants à ce moment-là ? À ce moment-là, en fait, plus je passais d'examens, donc IRM cérébrale, IRM de la moelle épinière. Entre-temps, il s'est passé énormément de temps parce que pour avoir des examens, il faut attendre. Mais à chaque fois, chaque examen revenait négatif. Et pour moi, je me sentais mal déjà pour moi parce que je me dis, mais ces symptômes, je les invente pas. Et en même temps, en face, je voyais, mine de rien, le personnel soignant qui commençait à me regarder en me disant, mais elle commence à inventer ses symptômes. Donc, t'étais pas du tout soulagée, en fait, quand un examen disait, il n'y a rien. Non, j'étais pas soulagée parce que moi, je me dis... En fait, pour moi, c'était une déception. C'était même une déchirure pour moi parce que je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Comment on peut s'infliger des douleurs comme ça ? Je veux dire, je suis pas folle. Clairement, je suis pas folle. Il y a quelque chose qui se passe. Je connais mon corps. On dit toujours qu'il faut toujours se fier à une maman quand elle dit que son enfant va pas bien. Mais là, en tant que tel, c'est mon corps. Je sais que ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et j'arrêtais pas de le dire. Et on me disait, mais là, je vois pas. Manon, t'es peut-être stressée. Peut-être que la formation est difficile pour toi. Non, il y a quelque chose qui va pas. Et en plus, les douleurs étaient de pire en pire, je veux dire, pire en pire, quoi. Et en fait, finalement, un fameux jour où il fallait que... Parce qu'entre-temps, j'avais été suivie par un neurologue pour un petit peu gérer tout le côté un petit peu sclérose en plaques pour tout éliminer. Et le fameux jour où je revois le neurologue pour lui dire, effectivement, il n'y a rien au niveau des imageries, je lui fais part que ce jour-là, pratiquement 3 mois après que les grosses douleurs s'étaient vraiment installées, un ganglion sort au niveau de mon cou et je lui en fais part. Et il me dit, écoutez, moi, de toute façon, d'un point de vue à mon niveau, je peux plus rien faire pour vous, revoyez votre médecin. Je revois mon médecin qui me dit, écoute, tu reviens tout de suite à mon cabinet, tu vas me repasser un scanner en urgence. Non, c'était même pas un scanner, elle m'a demandé de passer une échographie en urgence des cervicales et tu refais une prise de sang. Donc, ce que j'ai fait, j'ai refait le scanner en urgence et l'échographie en urgence. Et effectivement, alors bon, ce jour-là, l'échographe me dit « Oh oui, effectivement, vous avez pas mal de ganglions au niveau thoracique et au niveau des cervicales. Mais bon, pour moi, c'est pas très inquiétant. Par contre, vous avez pas mal d'acné. Ce serait peut-être bien d'aller voir un dermatologue. » Là, ce jour-là, j'ai cru que... j'allais le passer par la fenêtre parce que je me suis dit mais on se moque de moi là, je dis que ça va pas et en fait on me permet d'insister sur des points qui ne sont que secondaires pour toi. Ouais, secondaires en fait. Heureusement que ma mère était là dans ces moments-là parce que j'ai cru que toute seule je pense que j'aurais eu du mal à affronter le médecin.
Je repasse effectivement la prise de sang qui est catastrophique, inflammatoire, infectieuse, il n'y a rien qui va. Et je retourne voir mon médecin. Et en tant que telle, déjà une semaine avant, je pensais qu'elle allait m'hospitaliser. Bon, elle ne me l'avait pas fait, on avait repassé des examens. Et là, elle me dit, écoute, bon, là, je demande une demande d'hospitalisation. Et bon, étant soignante... Parce que tu avais des douleurs encore plus Mais je ne dormais pas de la nuit. C'était impossible de dormir de la nuit. Je veux dire, ma famille allait se coucher. Moi, je passais ma nuit dans le canapé, voire dans mon lit, à ne pas pouvoir dormir, à essayer de regarder des séries, mais à hurler de douleur. Il y a des jours, ils étaient obligés de se lever. Mon conjoint, comme ma famille, de se lever pour m'aider. Mais en même temps, je voyais, moi, j'étais pas bien. J'essayais de leur cacher les choses parce que, bon, eux allaient au travail. Et en même temps, j'avais pas honte, mais j'aimais pas leur montrer, en fait, ma faiblesse, leur montrer que ça allait pas. Mais en même temps, il y a des jours, c'était pas possible. Il y a des nuits, j'atteignais, je pense, un stade de douleur qui était difficilement supportable, alors que j'étais sous morphine, hein. Mais même la morphine ne faisait plus rien. Et là, le médecin me dit, bon, bah, de toute façon, je demande une hospitalisation. Et là, je commence à comprendre certaines choses. Étant du médical, il y a certaines choses, un ganglion, infectieux, inflammatoire, il y a des choses qui commencent un petit peu à résonner en moi, alors qu'une personne peut-être un peu plus lambda n'aurait peut-être pas forcément compris, en fait. Et de toute façon, je dis en rigolant, en sortant de chez le médecin, à ma mère, en lui disant, de toute façon, là, à part m'annoncer un cancer, maman, je vois pas ce qu'on peut m'annoncer d'autre. Et donc, on demande une demande d'hospitalisation. C'était un soir, on me dit non, c'est pas possible. De toute façon, vous allez rester toute la nuit sur un brancard. Revenez demain avec la lettre de votre médecin traitant. Donc, je reviens le lendemain matin aux urgences avec la lettre de mon médecin traitant. Bon, j'ai attendu pratiquement 10 heures dans la salle d'attente. Ça a été très long, très long. Après, on me prend enfin en charge, on me fait passer une prise de sang et on me demande un scanner. Le scanner, j'ai mis pratiquement 12 heures pour pouvoir le passer. Donc, je suis restée à peu près en totalité 18 heures aux urgences. Et passe comment ces heures-là ? Très longue parce qu'en plus, fort heureusement, j'avais mes traitements avec moi. Je les avais emmenés, ils étaient dans la voiture, mais heureusement, ma mère en fait m'avait accompagnée et du coup est allée récupérer mes traitements parce qu'aux urgences, il faut savoir déjà qu'en salle d'attente, on nous donne rien et qu'une fois derrière en box, tant qu'il n'y a pas de diagnostic, tant qu'il n'y a rien, en fait, on ne nous donne rien. Donc moi, heureusement que j'avais pris ma morphine parce que je pense que sinon, j'aurais pas retenu. Mais en fait, à ce moment-là, on se rend compte que c'est très difficile parce qu'on est avec d'autres personnes, avec des personnes qui sont démentes, avec des personnes plus jeunes, plus âgées, des enfants. Ça crie de partout, ça hurle. Nous, on n'est pas bien, on est fatigué. J'ai déjà normalement une patience qui est plutôt... assez grande en fait de fait par mon métier, mais alors là ce jour-là la patience elle a plus que ses limites, hein. Donc ça devient compliqué de gérer et soit sa souffrance et de gérer la souffrance des autres tout autour, parce qu'il faut savoir qu'on est mis dans des chambres où plus on peut entasser de brancards à l'intérieur, plus on va les entasser. Donc il y a eu un moment, on était 7 brancards dans une petite pièce quoi, entassés les uns sur les autres. Donc la mamie d'à côté qui vient me piquer ma couverture, machin, sur le moment oui on a du mal à contenir sa colère, mais en même temps il faut rester humble. Et le médecin qui vient me dire, qui me dit bon écoutez c'est un petit peu compliqué, on sait pas si on va vous garder. Mais comment ça on sait pas si on me garde? Mais ça va pas là, je veux dire si vous me faites rentrer mais je vais mourir. Non mais votre diagnostic, votre cas est un peu compliqué, on sait pas quoi faire. Je vais un peu comprendre que c'est pas mon problème en fait, que là au bout d'un moment il y a plus de solution, qu'il faut qu'il me garde, faut qu'il recherche, parce que déjà c'est pas normal d'avoir des douleurs comme ça, de pas être soulagé par la morphine. Il me dit bon attendez, je passe enfin le scan. Une fois le scan passé, il me dit écoutez, ça y est, on vous a trouvé une place, on vous monte. Enfin. Donc là, tu arrives dans quel service? Donc là, j'arrive en service de médecine interne, médecine infectieuse. Et donc à ce moment-là, toi, tu as peur de quoi comme diagnostic et dans ta tête, il se passe quoi? En fait, à ce moment-là, j'ai plus peur. C'est paradoxal ce que je vais dire, mais là, je me dis ça y est, je suis pris en charge. Là, enfin, ça y est, on m'écoute. Et j'ai passé le scanner, j'ai passé une écho hier, j'ai repassé un scanner aujourd'hui. Au bout d'un moment, il voit les choses. Je veux dire, là, je pense que ça y est, je suis entendue, je suis à la place où il fallait que je sois depuis un moment. J'ai peur, mais en fait, j'ai pas la peur du diagnostic parce que de toute façon, pour moi, ça y est, dans ma tête, à partir du moment où j'avais dit, à part m'annoncer un cancer, je vois pas autre chose, le chemin, c'était déjà un petit peu fait. Et donc, on te fait une biopsie, j'imagine? Du coup, je rentre. Alors forcément, je rentre sur un vendredi soir, donc il se passe pas grand-chose. Beaucoup de prises de sang, mais pas grand-chose. Du coup, je passe le week-end à l'hôpital. Et le lundi matin, le chef de service me convoque, me dit « Venez dans mon bureau, suivez-moi ». Je vous avoue que ça, c'est un peu ce que j'ai mal pris parce que je me suis dit, chef de service qui me convoque dans son bureau, j'ai l'impression d'avoir fait une connerie et d'être puni, quoi. Et il me dit, écoutez, bon, il me repose, on m'a reposé, de toute façon, comme dans les dernières 48 heures, j'ai vu je ne sais combien de médecins, on m'a redemandé à chaque fois de tout réexpliquer, donc je réexplique tout en détail, ce qui était pour moi assez fatigant et long. C'est-à-dire que, pour être précise, entre les urgences, enfin, parce qu'on va pas compter ton médecin généraliste, mais les urgences, plus le service là, pendant le week-end, jusqu'au lundi matin, tu as vu combien de médecins
différent? Bah, aux urgences, déjà, en arrivant le jeudi, j'ai été pris en charge que... Je suis arrivée le jeudi matin aux urgences. J'ai été pris en charge que le jeudi soir aux urgences. J'ai vu... en fait, déjà, j'ai vu le médecin qui passait la garde de journée au soir. Donc, le médecin de la journée plus le médecin du soir en l'espace d'1 heure. Après la nuit, j'ai revu 2 autres médecins qui sont venus pour différentes choses. La journée du vendredi, j'ai dû en voir au moins un aux urgences, plus 2 internes après, une fois hospitalisés dans le service le vendredi soir. Donc déjà là, ça fait au moins 5-6 médecins. Et après, plus le lundi matin, le chef de service. Et donc réexpliquer à chaque fois, ou en plus par moments ils mettent un petit peu en doute la parole, je pense pour essayer de creuser, pour essayer de comprendre, mais par moments c'est un petit peu... C'est fatigant à la longue. C'est fatigant et surtout on se dit, ça y est, on me reprend pour une folle, quoi. On redoute un petit peu de ce que je raconte. Et finalement dans le bureau, une fois avoir tout réexpliqué, il me regarde un peu sceptique et il me dit, bon, pour moi il y a 3 diagnostics possibles. D'accord. Est-ce que je me dis là, ça y est, je suis prête à les écouter ou pas? Et le lymphome de Hodgkin, la maladie de la griffe du chat, parce que je m'étais fait griffer par mon chat sur la main, j'avais une petite griffure, donc bon, voilà. Et une tuberculose infectieuse. Alors, comme ça, il te dit 3 diagnostics secs. Ah oui, non, mais à la foulée. Et il dit, on ne sait pas lequel. On me dit potentiellement, on recherche ces 3 choses-là. Maintenant, on va faire des examens pour pouvoir éliminer des pistes et pour pouvoir trouver le bon diagnostic. Alors, ok. Et là, on me dit, de toute façon, vous sortez ce soir. Alors, je me suis dit, c'est une blague. On m'annonce 3 diagnostics possibles, dont un qui est quand même pas marrant, le lymphome, et on me demande de sortir ce soir. Là, je comprends pas l'intérêt. Et il me dit, en fait, parce que vous n'avez pas besoin de rester à l'hôpital, vous savez gérer vos traitements, vous n'avez pas besoin de perfusion. Les 2 autres diagnostics sont pas très marrants non plus. Oui, non, la tuberculose non plus, mais pour moi, de toute façon, dans ma tête, j'avais que le lymphome, en fait. D'accord. La maladie de la griffe du chat, pour moi, c'était complètement... Ça se traite. Voilà. Et pour moi, de toute façon, la tuberculose, c'était pas ça, c'était le lymphome. Donc, j'étais fixée sur le lymphome. Et bon, alors, oui, je me suis écroulée en sortant du rendez-vous, parce que mine de rien, même parce que moi, je l'avais dit, moi, à voix haute, je me l'étais pensé, mais mine de rien, de l'entendre de la part d'un médecin, ça résonne un peu plus fort. Donc forcément, à ce moment-là, on encaisse réellement. Et surtout, il y a la fatigue, il y a tout ce qui s'est passé aussi les derniers jours. Et surtout, là, j'apprends. Donc, il me dit, que je sors ce soir, mais je reviens demain en hospitalisation toute la journée pour divers examens. Je reviens le jeudi pour un TEP scan. Tout le monde ne fait pas un TEP scan non plus. Et je reviens le vendredi pour passer au bloc. D'accord. Donc du coup je fais toute la série d'examens toute la semaine qui a été très longue, éprouvante, fatigante et il me dit en plus l'opération a été un petit peu difficile, la pré-opération a été un petit peu difficile pour moi et il me dit on se revoit dans 1 semaine pour les résultats et de toute façon, là pour moi le résultat il était clair en fait. Je savais qu'on allait me dire oui, ça y est, c'est positif. Donc même si ça a été dur, même si je stressais, je savais que de toute façon c'était ça et pas autre chose. Tu t'étais préparée. Oui, je m'étais préparée. Et donc je le revois 1 semaine après, vendredi dans son bureau et il me dit donc ma maman m'avait accompagnée. Il me dit ça y est, le diagnostic est confirmé, c'est un lymphome de Hodgkin. Il me dit je suis pas spécialement contente de vous annoncer un cancer. Mais je suis contente de vous annoncer ce cancer-là, parce que c'est un des cancers qui, à ce jour, se soigne le mieux, où il y a la chance de réussite, et que vous êtes jeune, et que je crois en vous, que vous allez vous battre, et que ça va très bien fonctionner. D'accord. Alors là, le mot cancer, toi, il t'arrête pas. Alors moi, ce qui est fou, c'est qu'en fait, je pense que c'est une défense un petit peu du corps, c'est qu'en fait, on n'entend plus que lymphome et non cancer. Et en même temps, ce qui est marrant, ce qu'on va retrouver au quotidien, c'est que quand on arrête quelqu'un dans la rue, on lui dit monsieur, je suis atteinte d'un lymphome. C'est quoi? C'est un cancer. Ah oui, d'accord, là ça parle, le mot cancer parle, mais le mot lymphome ne parle pas. Le mot lymphome, c'est un mot qui est pratiquement inconnu au bataillon. Donc pour moi, en fait, je me fixe sur lymphome. Et alors pour les gens qui nous regardent, un lymphome, c'est donc ce qu'on va dire un cancer des ganglions, un cancer des lymphocytes. Plus particulièrement, les lymphocytes, ça fait partie des cellules de l'immunité qui servent à nous défendre contre tous les agents extérieurs. Et donc parfois, ces cellules elles peuvent dérailler et les mécanismes de réparation peuvent se louper. Et donc on va avoir ce qu'on appelle un clone qui émerge de lymphocytes qui vont s'accumuler, ne pas se détruire, faire des boules, puis un peu se disséminer, et puis c'est ce qu'on appelle un lymphome, quoi. Donc c'est un cancer des lymphocytes. Exactement. D'où les ganglions qui se développent dans le cou. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'avais plus
Alors déjà, il y a une chose que je fuyais, c'était le regard de ma mère. Le regard de ma mère était... J'étais assise à gauche, ma mère était assise à droite et je ne regardais que le médecin. J'avais pas du tout envie de regarder ma mère, c'était parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui m'aurait fait craquer. C'était de voir... C'était en fait... Autant moi, on m'annonce les choses, c'est pas compliqué, mais annoncer les choses à une maman, que son enfant est malade... je suis pas maman, mais je pense que le jour où voilà, je suis maman et qu'on annonce que mon enfant est malade, je pense que mon enfant, il a beau avoir 3 ans, qu'il a beau avoir 23 ans au moment du diagnostic, là, je veux dire, c'est exactement la même chose. Donc, toutes les peurs, les craintes, et je savais que dans son regard, j'aurais ces peurs et ces craintes-là que pour le moment, j'étais pas prête à affronter. Donc, j'ai beaucoup fui son regard. J'ai juste senti régulièrement sa main caresser ma cuisse. Je comprenais que c'était on est forte, je suis là, on va y arriver. Et de toute façon, je savais très bien que derrière, j'avais toute ma famille qui serait là, mon conjoint également. Et en fait, à ce moment-là, j'ai rué de questions de médecin. Mais ça et ça, comment ça va se passer? La chimio, ça va commencer quand? Et quel type de chimio? J'avoue, je l'ai inondé de questions parce que je voulais savoir. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, je suis pas folle. Je veux dire, on va me guérir. C'est pas qu'il va y avoir une fin, mais il y a une suite, il y a un espoir, quoi. Il y a quelque chose. Toutes ces personnes qui m'ont un petit peu prise de haut en me disant que il fallait que j'arrête, qu'il fallait que... Là, ça y est, ouais, je suis contente. Donc du coup, le traitement commence? Donc non, le traitement commence pas tout à fait tout de suite. Donc en fait, l'hôpital dans lequel on m'a diagnostiqué mon lymphome était l'hôpital dans lequel j'étais étudiante et l'hôpital dans lequel je travaille. D'accord. Donc pour moi, c'était un petit peu compliqué. On en avait parlé avec le médecin. Il était au courant de toute façon que j'étais étudiante. Donc ça, c'est très particulier à ta situation et du coup, on t'emmène vers un autre hôpital. Exactement. Qui a l'habitude aussi. Et aussi du fait que donc il me conseille à l'hôpital Saint-Louis, et l'hôpital Saint-Louis est aussi un hôpital dans lequel voilà, on est spécialisé sur ce type de cancer. Donc mettre beaucoup plus de chance dans mon côté, et en plus c'est un cancer qu'ils connaissent, alors que l'hôpital dans lequel je suis suivie, c'est moins le type de cancer dans lequel ils ont l'habitude. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis transférée sur l'hôpital Saint-Louis. Le jour même, donc je rentre chez moi, et le jour même en fait une oncologue de l'hôpital Saint-Louis me contacte pour pouvoir commencer les démarches en fait, pour qu'on ait un premier rendez-vous, une première rencontre, et en fait surtout ils demandent une relecture du TEP scan. C'est toujours bien d'avoir deux relectures pour voir un petit peu, vérifier le grade et tout, parce qu'ils ne l'avaient pas encore exactement le jour où on m'a annoncé le diagnostic. Et en même temps, pour pouvoir mettre en place un petit peu les chimios, comment ça va se passer. Donc je rencontre l'oncologue. Ce jour-là, mon papa nous accompagne. Du coup, j'ai ma mère et mon père qui, à ce jour aussi, posent toutes les questions dont ils avaient besoin de poser. Moi aussi. Et surtout, on nous annonce le stade, on nous annonce comment ça va se dérouler. Et on m'annonce finalement à peu près... on m'annonce pas le protocole de chimio que je vais avoir, parce qu'il faut d'abord ils se réunissent en réunion pour pouvoir avoir le protocole. Mais on me dit qu'on va me recontacter. On me recontacte assez rapidement. Et on me dit que je vais rencontrer une infirmière, parce qu'en fait, je vais être suivie en hôpital de jour. Je ne vais pas être hospitalisée, je vais être suivie en hôpital de jour. J'habite dans la région parisienne, donc je vais pouvoir venir à l'hôpital tous les jours. Et ça te plaisait de te dire que tu n'allais pas dormir à l'hôpital, que tu faisais juste un traitement et que tu repartais? Sur le moment, oui, ça me plaisait. Sur le moment, je me suis dit oui, je vais rentrer, parce que j'avais pas encore exactement l'explication de comment allait se passer la chimio, mais je me suis dit c'est bien, je serai chez moi, je serai avec mes proches, je pourrais continuer de voir mes amis, continuer de faire ma petite vie. Oui, parce qu'en fait, quand du coup tu as le diagnostic et tu te dis que tes symptômes vont rentrer dans l'ordre, puisque tu auras un traitement, tu te dis que tu vas pouvoir continuer ta vie. C'est ça. Et tu as même continué ta formation à un moment. Je me suis dit, de toute façon, ma formation, je continue. J'en parle avec l'oncologue, c'est donc cette fameuse réunion où j'en parle avec l'oncologue, et elle me dit... Manon, je pense que vous savez, c'est pas très raisonnable de continuer sa formation, parce que on n'a pas encore totalement statué sur le protocole de chimiothérapie que vous allez avoir, mais je pense que ça va être très lourd. Très peu de patients y arrivent, c'est très compliqué, c'est très lourd. Moi je me dis oui, elle peut parler, elle me connaît pas, je verrai par moi-même. Je serai forte, ça ira. Et effectivement... l'infirmière, j'en avais parlé aussi, j'avais eu mes formatrices de l'école, je leur avais parlé avec elles au téléphone, qui m'avaient aussi fait part de leurs craintes en me disant que la priorité c'était ma santé, et c'était pas du tout l'école à ce moment-là, ce que j'avais du mal à entendre, parce que en fait tous mes projets à ce moment-là, non, en fait j'ai des projets, j'ai envie que l'école avance, surtout que j'en voyais pas le bout. J'avais l'impression que ces études allaient jamais se terminer. Parce que finalement, quand on est jeune, on n'est pas censé tomber malade, et quand on tombe malade, c'est un peu un arrêt sur tout ce qui se passe dans une vie de jeune qui fait que s'ouvrir et s'augmenter,
faire plein de projets, avoir un métier. Et tout ça, en fait, on le met un bloc, quoi. Oui, ça met un bloc parce qu'en plus, on ne sait pas pour combien de temps, mine de rien, on va en avoir. Parce que des fois, les médecins, on nous dit, bah oui, on en a pour 3 mois, on en a pour 6 mois, mais en fait, parfois, ça arrive que peut-être pas. En fait, parfois, je vais peut-être pas bien répondre au traitement, je vais peut-être en avoir pour plus de temps. Donc, bon, bah combien de temps je vais arrêter mes études. Le fait de se dire que tu allais te focaliser toutes tes journées sur toi et ta maladie, t'avais envie de te dire, bon, mais moi, j'aimerais bien avoir un bol d'oxygène à côté, quelque chose d'autre? Oui et non par rapport à ça, parce que bon, ça, oui, le fait de me focaliser sur la maladie, ça, j'avais pas totalement envie, mais c'était plus, j'avais mes projets en tête et je voulais pas interrompre mes projets, quoi. Pour moi, j'avais déjà un peu perdu de temps sur certaines choses, je voulais avancer. Et finalement, bon, bah, l'infirmière de l'hôpital de jour me rappelle, me convoque et m'explique enfin, ça y est, ils ont statué sur la chimiothérapie et m'explique qu'en fait, je dois avoir chimio tous les jours. D'accord, c'était pas ce que j'avais prévu. En fait, on m'explique que j'ai pas chimio toutes les semaines, tous les jours, mais que y a des semaines, je vais avoir chimio tous les jours, donc il faut que je fasse des allers-retours tous les jours. Il y a des semaines, ce sera que 3 jours dans la semaine, peut-être une fois des fois des semaines qu'une seule fois, mais très prenant. Du coup, ça, on en a parlé un peu avant, mais ce choix de traitement, il est basé sur, d'une part, la maladie telle qu'elle se présentait, mais aussi le fait de la volonté des médecins de limiter certains effets indésirables. Oui. En fait, forcément, au moment des traitements, au vu de mon âge, jeune, j'ai 23 ans, j'ai pas encore d'enfants, je leur fais part de mon désir d'avoir des enfants plus tard. Parce que c'est une des questions. Alors, je sais que pour en avoir parlé avec d'autres patients à ce jour, tous les médecins ne le font pas, mais moi j'avoue que c'est ce que je remercie l'hôpital Saint-Louis là-dessus parce qu'ils m'ont énormément écoutée. J'ai rencontré un médecin en fertilité pour un petit peu, déjà qui m'a fait passer une prise de sang pour ça leur permet en fait de voir mon stock d'ovocytes. Et pour un peu discuter un petit peu de tout ça avec moi, de ma féminité, de mon désir d'avoir des enfants. Donc je leur fais part du fait que c'est important pour moi. Et en fait, en reparlant du coup le jour avec l'infirmière, me dit bon bah voilà, en fait ils vous ont choisi un protocole pédiatrique. Moi je peux pas vous en dire plus, mais le médecin vous en reparlera pourquoi. Et effectivement, mon premier jour de chimio, je revois le médecin qui m'explique, écoutez, on vous a choisi ce protocole-là. Alors certes, vous allez voir, il est un peu plus agressif, c'est pour ça que vous avez chimio tous les jours. Mais déjà, en fait, il nous permettra de ne pas congeler vos ovocytes. Parce qu'on sait que c'est important pour vous. C'est pas des opérations qui sont marrantes non plus parce que ça aurait retardé un petit peu la chimio parce qu'il faut d'abord injecter des hormones, après il faut prélever, donc ça aurait retardé, sachant que moi j'étais entre un stade 2 et un stade 3, donc vous voulez aller vite. Donc on m'a dit vous avez 23 ans, vous êtes capable d'encaisser ce genre de chimio, donc on y va. Moi, je leur ai fait confiance. Oui, on y va, on attaque. On va dans mon sens. Donc forcément, bon, déjà, on veut me soigner, mais en plus, on va dans le sens dans lequel j'ai envie. Alors que des fois, on sait qu'avec les médecins, on n'est pas totalement d'accord. Mais là, en l'occurrence, on m'offre la chance, en fait, de me donner une seconde chance par rapport à ça, parce que on sait que pour certaines femmes, c'est pas forcément le cas. Et passer par ce genre d'opération, c'est pas non plus. On vient déjà de passer par un parcours difficile, mais en plus, rajouter ça, c'est beaucoup moralement et psychologiquement. Donc du coup, on commence le traitement qui est tous les jours, ouais. et pour toi ça change le quotidien. Et pour moi ça change le quotidien parce qu'il faut en fait je commence à étant dans la région parisienne, n'étant pas sur Paris, il faut prendre un VSL et se rendre à Paris sur tous les jours, et qui dit Paris dit bouchon. Et qui dit bouchon, dit plus de temps de trajet. Donc parfois j'allais en chimio, j'en avais pour 2 heures, 2 heures, 1 heure, ça dépendait des jours. Mais parfois, donc, je passais plus de temps ouais. Parfois, aller-retour, généralement, j'en avais pour 1h30 aller, 1h30 retour. Donc parfois, quand j'allais pour une chimio de 1h30, 2 heures, je passais plus de temps dans le VSL qu'à la chimio. Et en plus, il faut toujours compter le temps d'attente, parce qu'en hôpital de jour, il y a toujours un petit peu de retard, il y a du monde. Donc parfois, cette attente était longue, mais je pouvais pas me permettre de me plaindre, en fait. Ok, certes, je suis malade, mais j'ai la chance de pouvoir être soignée en France. Alors, ce que tu signalais aussi, c'est que... donc là, on parle des traitements, on parle de ce qui se passe à la fin, de quel médicament est injecté ou pas. Mais il y a tout l'à côté quand tu deviens malade, on te demande de faire plein de formalités, toutes ces choses-là dont tu aimerais bien un peu ne pas avoir à faire parce que c'est déjà assez problématique ta santé. Là, on te fait faire plein de papiers, on te fait remplir plein de formulaires. Ça, c'est quelque chose qui était compliqué pour toi ?
Pas compliqué parce que fort heureusement j'ai de la chance grâce à ma mère, je suis quelqu'un de très organisé, donc je liste tout ce que j'ai à faire, mais en fait c'est qu'on se rend pas compte la charge que c'est. Déjà on est malade, on est fatigué, et en plus en fait tout à côté on a tout un tas de documents à remplir pour la sécurité sociale, pour l'hôpital, pour les mutuelles. Bon, la mutuelle pas tant finalement parce que finalement c'est la sécu qui prend tout en charge avec le 100%, mais il faut mettre en place 60%, donc pareil il faut refaire valider ça par son médecin traitant. Après, bon, bah, on a aussi tout le côté médical où bah, il faut aller à la pharmacie toutes les 48 heures, voire un peu moins. Parce que quand en fait on débute un traitement de lymphome, donc on débute un traitement qui peut encore plus affaiblir, les chimiothérapies peuvent affaiblir encore plus le système immunitaire, déjà qu'il est un peu fragilisé par la maladie en question. Et donc en fait on donne des antibiotiques et des antiviraux qui servent à éviter des maladies qu'on appelle opportunistes, pour éviter que des maladies qui n'arrivent chez personne qui est immunocompétent puissent comme ça émerger chez quelqu'un qui est immunodéprimé à la suite de la maladie et des traitements. Et donc en fait, tu as une ordonnance qui est quand même conséquente. Un pavé, on peut le dire. Et du coup, quand tu vas à la pharmacie, tu ressors avec quoi dans les mains? Bah, première fois de ma vie que je ressors de la pharmacie avec au moins 3-4 sacs remplis de médicaments. Et là, en fait, aussi, à ce moment-là, on se reprend une claque. Parce qu'on se dit, ah oui, je suis vraiment malade. Parce qu'en fait, au tout début des traitements, moi, j'étais contente. Parce que autant il y a des gens qui vont au traitement, ils sont pas contents parce qu'on leur annonce une maladie qui est grave, qui est pas simple. Moi, j'étais contente parce que là, ça y est, je savais qu'enfin on me guérissait. Mais en même temps, j'allais au traitement, ça se passait plutôt bien au début. Mais en même temps, à chaque fois, bah, quand je vais à la pharmacie, je ressors avec plein de sacs, avec plein de médicaments. Je me dis, ah oui, quand même, je suis malade. Alors qu'il y a des moments, j'ai tendance à l'oublier que je suis malade. Parce que bah, avec la cortisone qu'ils m'ont remis, bah, avec tout ça, bah, ils avaient réussi à retemporiser les effets en fait. Et donc finalement, qu'est-ce qui, tous les jours, ce qui te rappelle que tu es malade, c'est d'une part de prendre ces médicaments matin, midi, soir ou matin et soir, le pilulier. C'est les effets indésirables du quotidien, la fatigue, les facteurs de croissance éventuellement, les injections. C'est quoi le quotidien d'une personne atteinte d'un lymphome? Le quotidien d'une personne atteinte d'un lymphome, c'est... Il y a eu la perte des cheveux, mais la perte des cheveux n'est pas arrivée tout de suite. Donc, elle ne fait pas partie du début. Mais le tout début, c'est tous les matins en se levant, vite, il ne faut pas que j'oublie les traitements. Il ne faut pas que je me lève non plus à des horaires trop décalés parce que j'ai des traitements à prendre à des horaires bien spécifiques. C'est mettre le... Non, je vais pas commencer par là. Je vais plutôt commencer par une autre chose qui est hyper importante, donc je suis un peu passée, c'est la pose de la chambre implantable. La pose de la chambre implantable a été une rude étape pour moi parce qu'en fait... Donc, il faut juste qu'on annonce, une chambre implantable, en fait, c'est quelque chose qu'on met sous la peau et c'est pour recevoir des médicaments type chimiothérapie sans avoir à chaque fois à reperfuser en périphérique et à, du coup, le risque de certains médicaments, c'est qu'ils sont un peu toxiques, hein, c'est leur but, hein, d'être toxiques pour les cellules cancéreuses, mais du coup, on n'aime pas non plus les mettre trop sur les veines périphériques qui pourraient être abîmées à la longue, et on préfère mettre ça dans un boîtier qui est sous la peau, et ça permet de mettre des chimiothérapies tous les jours si on veut. C'est ça, et surtout aussi de préserver le capital veineux, et surtout d'être moins piqué, parce que mine de rien, bon, on sait toujours qu'il y a des gens qui sont plus faciles que d'autres à piquer, et au bout d'un moment, être piqué tous les jours... en plus des prises de sang. En plus des prises de sang, c'est pas une partie de plaisir. Parce que t'as combien de prises de sang par semaine? Deux. En plein traitement, tu as 1 ou 2 prises de sang par semaine? J'avoue que là, avec du recul, j'ai un petit peu oublié, mais je crois que c'était à peu près une prise de sang par semaine. Mais c'était pas ce qui me dérangeait le plus en tant que tel. Mais c'est vrai que c'est plus la pose du cathé qui est moins agréable. Alors que là, bon, dans la chambre implantable, on pique direct dans la chambre, c'est pas compliqué. Mais en fait, ça a été le jour où on m'a annoncé qu'il fallait qu'on me pose une chambre implantable. C'est là que j'ai réalisé un peu plus les traitements. Parce que étant soignante, étant en école d'infirmière, je pique moi aussi sur Pâques pour mes patients. Et mine de rien, on a beaucoup de patients qui sont âgés, qui ont des cancers, qui sont âgés, et en plus, c'est la personne âgée, donc qui sont souvent assez fins, assez maigres. Les chambres implantables, ça ressort énormément, on voit que ça. Et là, je me suis dit, mais moi aussi, je vais avoir ça sous la peau, mais ça va se voir, mais esthétiquement parlant, c'est horrible, c'est moche, et tout de suite, on va me prendre pour une malade, quoi. Je veux dire, je vais attirer le regard des gens, c'est pas beau. Et donc, ça m'a dévastée. Et finalement, à ce jour, je lui dis que merci à ma chambre implantable parce qu'elle m'a évité des souffrances en moins et que ça a été 2 fois plus simple avec. Mais j'avoue qu'au début, je l'ai un petit peu refusé.
Et parce que le matin, je me réveillais. Alors, heureusement pour moi, on la voyait pas tant que ça. On voyait surtout le fil du cathéter, en fait, au niveau de l'omoplate, de la clavicule. Mais je voyais la cicatrice. La cicatrice, et je savais pourquoi elle était là, cette cicatrice. Alors que celle, quand on m'a enlevé mon ganglion, bah, elle est cachée un petit peu dans mon con, je la vois pas. Alors que celle-là, bah, juste dans le miroir, je la vois. Du coup, ça plus les traitements, plus le fait que finalement, bah, la chimiothérapie, ça nous donne un teint un peu gris aussi, mine de rien. Bah, dès qu'on se regarde dans le miroir, il y a plein de choses qui nous reflètent à ce côté malade que et le parfois goût, t'as vu des changements du goût aussi? Il est arrivé peut-être un mois après, mais oui, j'ai eu un changement du goût. En fait, j'avais un goût de fer dans la bouche. Il n'y avait plus rien qui n'avait aucun goût, aucune saveur. C'était difficile pour moi d'apprécier ce que je mangeais alors qu'étant grosse gourmande, c'était pas simple. Et en plus, on m'a demandé, ce qui a été plus difficile pour moi, d'avoir un régime sans sel et sans sucre. Parce que tu as des corticoïdes. Parce que j'avais des corticoïdes. Et donc la femme forte qui voulait tout continuer de front et a dit j'avais 23 ans, je vais pouvoir combattre la maladie comme une warrior, parce que tu as été une warrior mine de rien. En fait, est-ce que tu as vraiment pu tout mener de front? Alors, je vais dire oui pour une chose, par rapport à la cortisone. Parce qu'il faut demander à mon entourage. J'étais une pile électrique, une vraie pile électrique. J'avais un gros dosage de cortisone et je pense que c'est ce qui m'a tenue. Parce qu'en totalité, j'ai eu 4 protocoles de chimiothérapie. Et déjà, sur les 2 premiers, donc la cortisone était au plus haut. On va dire que je subissais pas mes traitements. J'y allais, j'étais contente. En chimio, on m'appelait le rayon de soleil. Ça y est, le petit rayon de soleil qui arrive. Ça se passait bien, j'avais pas de nausées. Je prenais mes traitements correctement. Ce qui a été difficile à cette période-là, c'est que pareil, au bout d'un mois, j'ai perdu mes cheveux. Donc là, oui, ça a été une grosse claque. Parce que comme je vivais bien les traitements, pourquoi je perds mes cheveux en fait, c'est difficile. Et le premier regard sans cheveux, c'est pour une femme, c'est difficile. Quand on est coquette, qu'on s'apprête, qu'on aime bien se coiffer, se voir chauve. Et en plus, c'est pas chauve pour n'importe quelle raison, c'est chauve parce que je suis malade. Donc, le premier jour où j'ai perdu mes cheveux, j'avais chimio et j'ai lavé mes cheveux ce jour-là, j'aurais jamais dû le faire. Il a fallu que je mette le bandana pour aller à l'hôpital parce que mes cheveux, ils étaient complètement emmêlés, c'était impossible, je perdais mes cheveux, mais mais c'était impressionnant. Et le soir même, je dis, il faut que demain j'aille chez le coiffeur, il faut que j'aille tout faire raser parce que là, ça ressemble à rien au bout d'un moment. De toute façon, je dois perdre mes cheveux, il faut accepter les choses. Plutôt que ça tombe partout, là, il faut y aller. Et finalement, ça me prend, je demande à mon beau-père de me raser. Je lui demande de me raser. En plus, c'est quelqu'un de chauve. Et donc, je suis toujours en train de le taquiner sur le fait qu'il est chauve. Donc, compréhensif. Et du coup, ma mère et ma sœur sont là à ce moment-là et m'épaulent dans ce moment qui n'est pas facile. Mais j'avoue que le premier moment où je me suis regardée dans le miroir, je suis partie en pleurant et je suis partie me cacher. Parce que c'était difficile d'affronter... Cette image de la maladie, cette image de la maladie projetée sur moi, c'est pas moi. Mais c'est qui cette personne que je regarde en face? C'est pas moi. Bon, et finalement, il a fallu que je l'accepte. Et le lendemain, en plus, qui a été difficile, mais qui en même temps, je pense, m'a beaucoup servi, c'est que grâce à l'hôpital, et grâce aussi au traitement et à la sécurité sociale, on a le droit à des ateliers de bien-être. Super. Et donc moi, le lendemain, justement, j'avais ce fameux atelier de bien-être, sauf que ce jour-là, comme c'est un atelier bien-être et que c'est pas un soin en tant que tel, j'avais pas le droit au VSL. Donc il a fallu que j'aille sur Paris en transport en commun. Donc je vous avoue que le premier jour, avec le turban forcément sur la tête parce que j'avais pas mis ma perruque, j'avais ma perruque, je l'avais anticipée depuis bien longtemps, mais c'était pas possible pour moi de le mettre ce jour-là parce que c'est bizarre la sensation au tout début quand on vient de perdre ses cheveux. Je promets que les cheveux ça serre, c'est très bizarre de se retrouver sans cheveux. Donc j'avais le turban, le masque, mine de rien parce que j'étais malade, il y avait pas encore le coronavirus, mais j'avais le masque pour me protéger moi des autres, et le teint un peu gris. Alors là, le premier regard des gens, waouh, il est difficile. Il est très difficile parce qu'on a le regard... compatissant. Le regard de « Ah, elle, je sais pas, c'est bizarre, je vais pas m'approcher d'elle ». Et le regard un peu des deux. « Ah, c'est un peu bizarre, mais en même temps, elle a l'air malade ». Donc, quand on sent que les gens, ils ont le regard posé sur nous, c'est vraiment difficile. Et donc, en dehors de l'atelier bien-être, en l'occurrence, mais du coup, toutes ces choses qui sont difficiles à vivre, t'as pu les contrer grâce à quoi ? C'était quoi tes facteurs de résilience? Ça a été ta famille? Est-ce que le rapport aux soignants, tu parlais des infirmières qui disaient « Ah, voici notre rayon de soleil, etc. » Quelles sont toutes les petites choses qui, toi, en tant que patiente,
t'ont permis de te positiver, de t'accrocher en te disant yes, c'est beau, enfin voilà, je me bats et j'ai raison de le faire? Il y a plusieurs points. Ma famille, mes proches, je veux dire, j'ai été énormément soutenue par mon entourage. Mes amis. À ce moment-là, en fait, il y a eu des personnes qui sont sorties de ma vie parce que je me suis rendu compte que voilà, ils ne m'apportaient pas grand-chose. Comme en même temps, j'ai eu des magnifiques surprises par certaines de mes amies, mais waouh, ça a été impressionnant. Je veux dire, il y a pratiquement pas, je crois qu'en totalité de toutes les cures que j'ai eues, donc les 4 cures, et il y a au moins 25 jours de chimio dans chaque cure, je crois que sur l'intégralité de mes chimios, il y en a que 2 où je suis allée toute seule. J'avais toujours soit un membre de ma famille, soit mon conjoint, soit mes amis. Il y avait toujours quelqu'un avec moi. Alors il y a des jours, j'avoue, c'était difficile parce que j'étais un peu fatiguée, donc on n'a pas forcément envie de parler. Mais en fait, tout le monde est venu. Et ça, je pense que c'est un magnifique cadeau que peuvent nous offrir notre entourage. Il y a eu ça. Après, il y a eu le fait que j'avais la cortisone, donc du coup, pour moi, je vivais ma vie comme celle d'avant. Et après, il y a eu aussi, de toute façon, il y a l'acceptation de la maladie. Et ce qui m'a énormément aidée, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, j'ai découvert une communauté, mais génialissime. Génialissime. De l'entraide, de la bienveillance, de l'écoute qui est formidable. Et je pense que ça aussi, ça m'a énormément aidée. Parce que tu trouvais qu'à l'hôpital, c'est des choses qu'on ne peut pas dire, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux? Ou alors c'est des gens qu'on trouve pas à l'hôpital peut-être? Alors on peut trouver en chimio aussi par exemple, mais bon souvent comme moi j'étais en hôpital de jour, on n'était pas tous soignés pour des lymphomes, on peut être aussi soigné pour autre chose. Et bon après c'est pas toujours facile de parler avec les gens, ou après parfois on est en chambre seule, donc voilà. Mais en fait sur les réseaux sociaux, peut-être qu'aussi des fois c'est plus simple, t'es derrière un écran, donc tu te confies un peu mieux, mais c'est surtout, en fait c'est même pas tant ça, c'est qu'en fait on trouve des gens qui ont plus ou moins la même chose que toi en fait, et qui comprennent un peu mieux ce que tu ressens, ce que tu vis, et donc c'est un peu plus facile d'en parler, parce que des fois ses proches ont envie de dire mais tu peux pas comprendre, tu le vis pas quoi, alors que la personne avec qui tu parles, si, elle peut le comprendre. Alors oui, certes, c'est ce que moi j'essaye de toujours dire à mes patients quand ils me disent, quand par exemple j'ai des collègues qui disent mais monsieur je comprends, non on comprend jamais tous parce qu'on vit pas les choses de la même façon, mais mine de rien elles sont un petit peu plus aptes à comprendre parce que elles vivent un petit peu le même parcours, donc il y a des choses qui sont plus faciles à expliquer. Nous justement parfois on a envie de retenir les gens, de nos patients, d'aller trop sur internet parce qu'on se dit ils vont apprendre, on va leur dire des choses fausses, on va leur donner des fausses alertes, ils vont assimiler des informations qui sont pas forcément, qui devraient pas être associées, et parfois on a peur que ce soit dangereux pour les patients. Mais toi du coup tu dis que ça t'a renforcé? Parce que moi, j'ai pas été regarder Internet pour le diagnostic. Moi, c'est pas ça qui m'a, c'est pas ça qui était important pour moi. Moi, ça a été vraiment plus l'écoute et la bienveillance qui étaient importantes, et de partager des conseils. C'est bête, mais quand on est malade, mine de rien, ça nous contraint sur pas mal de choses, d'un point de vue déjà esthétique, d'un point de vue revêtement ou autre. Et les personnes qui ont été malades, ont toujours des bons conseils à nous donner, ne serait-ce que par rapport aux perruques, des manières de nouer son turban, des manières de se maquiller. Tiens, il y a cette crème là qui est vachement bien, voilà, plein de petits trucs comme ça qui vont être futiles sur du quotidien mais qui pour nous malades sont hyper importantes. Et en plus alors certes nos soins au quotidien sont remboursés en intégralité, mais tout l'à côté ne l'est pas. Et donc, acheter des turbans, acheter des crèmes un peu plus spécialisées, les perruques. La perruque, c'est très peu ce qui est remboursé par la sécurité sociale. Il faut trouver, moi j'avais trouvé un système de franges qui finalement me convenait beaucoup mieux que la perruque, parce qu'en plus la perruque, je la supportais pas. Mais voilà, tout ça, je l'ai découvert grâce aux réseaux sociaux, que parfois le médecin, il nous le dit pas, quoi. Et tu trouves que cette écoute et cette bienveillance, c'est pas du tout pour critiquer, mais tu penses que les soigneurs n'ont pas le temps d'écouter, ils n'ont pas le temps de passer du temps avec chaque patient, c'est ça? Oui, déjà d'une, c'est la course. Ils n'ont pas forcément le temps, ils enchaînent les branchements, les débranchements, donc ils n'ont pas forcément le temps. Après, parfois, aussi en tant que patient, on n'a pas forcément tendance à lancer le discours, donc le médecin, le soignant en face le lance pas toujours, et le médecin souvent il a tendance à se focaliser sur lui, ce qui l'intéresse.
et pas sur... par exemple, des fois, on lui parle les symptômes et les décisions, quoi. Voilà, et pas sur la côté. Et parfois, on sent qu'on le dérange un peu si on sort un petit peu de ce que lui, il a envie de nous dire ou nous expliquer, quoi. Alors que là, sur les réseaux, on l'a vraiment, on peut parler avec cette communauté. Et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la première Cancer Pride, pile au moment des traitements. Ça a été un super rassemblement qui a été génial. On a manifesté dans la rue, c'était vraiment top. On a juste été un petit peu perturbé avec le mouvement des Gilets jaunes, mais c'était top. Et ce jour-là, j'ai rencontré une personne formidable qui est devenue une amie très proche, qui elle-même en fait a eu le même cancer que moi, mais beaucoup plus jeune, et qui à ce jour aussi veut faire parler de ce cancer. Et déjà, j'ai trouvé son parcours formidable parce qu'elle n'a pas eu un des parcours les plus simples. Et je me reconnais en ce qu'elle vit, en ce qu'elle fait, en ce qu'elle dit. Et ouais, j'imaginais pas, avant les traitements, rencontrer des personnes aussi formidables que ça. Et à ce jour, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, parce que je veux pouvoir faire entendre, déjà faire découvrir le lymphome, parce qu'on le connaît pas assez, et pouvoir aider en fait autour de moi toutes les nouvelles personnes qui sont atteintes par ce cancer, qui ont peur, parce que oui, à ce jour, toutes les semaines, je reçois une nouvelle personne qui m'envoie un message pour me dire écoute, sur ta page, j'ai vu que tu avais été touchée par un lymphome, comment toi t'as vécu les choses. Et par contre, je dis toujours attention, moi j'ai vécu les choses comme ça, mais ça ne voudra pas dire que toi tu vivras les choses de la même façon. On est tous différents, on a tous un contexte de vie qui est différent, donc on vit tous les choses de la même façon. Et regardez, le moment du diagnostic est différent pour nous tous en fait. C'est une même maladie, mais elle se déclare de façon tellement différente qu'il faut prendre du recul. Du coup, tu as eu la chance d'avoir une rémission complète du premier coup. Ouais. Et là, on pourrait croire que la parenthèse se ferme. Alors voilà, on pourrait croire que la parenthèse... les autres, l'entourage, parce que nous, en tant que patients, on est convaincus que la parenthèse est loin de se fermer. Mais à partir du moment où on nous dit, ça y est, il y a rémission complète, on est content, parce que ça y est, il y a rémission. Il n'y a plus de traitement, les cheveux repoussent, tu reprends une activité professionnelle Non, je ne reprends pas tout de suite. Mais dans les mois qui suivent, je veux dire. Oui, dans les semaines même, dans les semaines qui suivent. Mais sur le moment, ce qui a été compliqué, c'est qu'en fait, sur la fin des traitements, on a baissé la cortisone. Et la cortisone, en fait, avait camouflé tous ces effets un petit peu indésirables qui, du coup, reviennent maintenant, en fait, à la surface. Donc, je commence un petit peu à déprimer. Je commence un petit peu à avoir un peu plus de nausées. Et surtout, je commence à devenir allergique à l'hôpital. Je veux plus y aller. Même la chimio, je ne veux plus y aller. C'est hors de question. Les odeurs, on se rend pas compte, mais l'odeur, l'hôpital, ça a une odeur. Le moindre pansement, le moindre tubulure, ça a une odeur. Et alors là, les nausées deviennent impressionnantes. Et donc, au moment où on m'annonce la rémission, pareil, il faut repasser des TEP scans, il faut repasser des scanners pour vérifier que tout va bien. Et alors là, à chaque fois, je me mets dans des états, mais pas possible. Ah oui, dans des états de stress comme je me suis jamais mise. Et là, on me dit, ça y est, madame, vous êtes en rémission. Alors oui, ça y est, je suis très contente, je suis en rémission. Mais pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi je suis pas bien ? Je suis contente, mais en même temps, je suis pas contente. C'est pas une délivrance. C'est pas totalement une délivrance parce que... alors oui, du coup, j'ai fait une petite fête avec mes copines, j'étais super contente. Mon entourage me félicite et tout. Mais en même temps, j'ai pas totalement envie d'entendre leurs félicitations. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils en savent ? Dans 2 mois, ça se trouve, on me dit que j'ai rechuté. On n'en sait rien. Je veux dire, en fait, on a presque peur de quitter ce statut de malade. Je sais pas comment le dire, mais c'est un peu ce qu'on ressent. Et j'en ai parlé avec d'autres malades autour de moi qui, finalement, ce qui est assez marrant, c'est qu'on passe tous dans cette période-là de se dire, mais... c'est bon, c'est sûr, est-ce que je vais pas rechuter, dans combien de temps ? Et en fait, il y a un moment, on a vraiment envie de rechuter, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, je vais rechuter, ça va revenir, je peux pas être guérie aussi vite. Bon, ok, j'en ai bavé, mais quand même. Et en plus, regarde, dès que je passe un examen, dès que je dois aller faire une prise de sang, dès que je dois aller chez le médecin, même... Mais est-ce que tu as réussi à identifier ce que tu avais peur de perdre à ce moment-là, quand tu disais, c'est pas possible, je vais forcément rechuter ? Sur le moment, j'ai pas réussi, et finalement... Donc j'ai été prise en charge, du coup l'hôpital Saint-Louis propose une consultation SILT, donc d'après-traitement, c'est suivi après-traitement. Donc au début c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, sur une période de 10 ans. Et au début, donc j'en parle un petit peu avec l'infirmier en disant que... C'est pas que je suis en dépression, mais ouais, je vois un petit peu des idées noires, c'est compliqué. De temps en temps, je me remets à pleurer la nuit, ou la journée, d'un seul coup, je sais pas pourquoi. Tout va bien, hein. Il y a des fois, je disais, il y a un jour, ça m'a vraiment marqué. Je suis partie avec mon conjoint, on est parti s'amuser dans une fête foraine. Et d'un seul coup, alors qu'on s'amusait, on se passait un bon moment, d'un seul coup, c'est comme si...
toute la misère du monde me tombait dessus en fait. D'un seul coup, je voyais plus que du noir, je broyais du noir, tout était nul, tout était négatif. Mais ce qui me ressemblait pas, je suis quelqu'un de pleine de vie, qui aime s'amuser. Et pourquoi j'ai des idées noires? Pourquoi Donc bon, j'en parle pas trop autour de moi parce que bon, c'est un peu compliqué de parler de tout ça. C'est pas que mes proches ne l'entendraient pas, c'est que j'avais pas spécialement envie d'en parler. Et j'en parle par contre à l'infirmier Silt qui me dit écoutez, vous n'avez pas eu de suivi psychologique pendant vos traitements, vous les avez plutôt bien vécus, mais parce que la cortisone était là, mais là, mine de rien, que vous l'avez diminué, vous voyez bien qu'il y a plein de choses qui ressurgissent, ce serait peut-être bien que vous fassiez un suivi psychologique. Au départ, je me suis dit, j'ai pas envie, j'avais déjà eu à en faire pour différentes raisons avant, mais là, je me suis dit, quand même, et finalement, j'ai passé le cap. J'ai dit, en fait, j'ai contacté une association grâce à la Ligue du Cancer 77 qui m'a mis en relation en fait, avec une psychologue, et au départ, j'ai eu des premières séances gratuites, et finalement, j'ai continué parce que ça m'a permis en fait aussi un petit peu d'évacuer, parce que d'évacuer avec sa famille, c'est pas forcément non plus une partie de plaisir, et parce que j'ai pas été simple non plus aussi pendant les traitements, et aussi ça m'a permis un petit peu de comprendre pourquoi j'avais peur d'aller chez le médecin alors que je l'avais pas avant, je l'avais pas pendant les traitements, pourquoi c'est maintenant entre guillemets en stade de rémission, pas guéri, parce que nous on parle pas de guérison avant 10 ans, mais pourquoi maintenant j'ai peur de tout. Et en fait ça m'a énormément aidée. Alors j'ai pas forcément réussi à mettre les mots sur tout, mais ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de me dire que oui, si, j'ai le droit d'être en rémission, et que non, il n'y a pas forcément de raison que derrière ça se passe mal, mais que oui, les conséquences de la chimio qu'elles ont eues sur moi, elles sont pas simples, mais il faut les accepter. Donc le fait que j'ai mal au dos, qu'on m'ait trimballé en me disant que c'était des douleurs neuropathiques qui en fait finalement ne sont pas vraiment des douleurs neuropathiques, mais sont plus des problèmes au niveau de mon foie, parce que mon foie a été malmené pendant la chimio. Faut l'accepter. Oui, parce que finalement, il y a on dit toujours que la chimiothérapie a des effets indésirables et on pense que c'est toujours à court terme, mais ça existe aussi qu'il y a des effets indésirables à long terme. Exactement. Et par exemple, tu voulais nous dire aussi Par exemple, à court terme, moi, ça a été des douleurs fantômes. On les a catégorisées comme ça. Donc la fameuse douleur que j'avais dans mon bras avant traitement, elle est revenue du jour au lendemain. Déjà, dès que la cortisone, je pense que le côté psychologique aussi jouait. La cortisone n'étant plus là, c'était un peu ma roue de secours. Et d'un seul coup, on me l'enlève, mais est-ce que ça va aller? Elles sont revenues. Et là, j'ai commencé à paniquer. J'ai rappelé l'oncologue, mais ça va pas. Vous voyez, je suis pas en rémission. Il y a des douleurs qui reviennent. Bon, je l'ai un peu fait flipper. Donc on a repassé des examens, mais bon, on s'est bien rendu compte que ça allait. Et bon, finalement, elle m'a dit, vous allez voir, au fur et à mesure, ça va s'éteindre. Donc oui, ça a été du court terme, mais par contre sur du long terme, j'ai des grosses douleurs au niveau du dos, on n'arrivait pas à comprendre ce que c'était. J'ai été suivie par un rhumatologue qui m'a fait passer tout un tas d'examens, et en fait ils m'ont catégorisée dans des douleurs neuropathiques. Parce que quand on trouve pas, c'est plus simple de dire douleur neuropathique. Et finalement, en fait, pour avoir fait un peu plus de recherche, en fait, c'est plus le foie qui un petit peu se porte pas très bien. Et donc, tu me disais que tu avais aussi un suivi au niveau cardiologique. Un suivi aussi au niveau cardio, parce que au moment du diagnostic, j'avais des grosses douleurs à la poitrine, j'en avais parlé au médecin, et en fait il s'est avéré que j'avais eu un épanchement péricardique. Donc ça c'était lié à la maladie. Qui a été lié à la maladie, a été remis en... Je veux dire, j'ai été soignée là-dessus, pas de problème. Aux 6 mois de rémission, on nous demande de faire une échographie cardiaque, et au moment de l'échographie cardiaque, on se rend compte qu'il y a quelques petits, quoique tout n'est pas au top, mais que c'est certainement dû à la chimio, qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais qu'il faudra suivre. Et en fait, c'est ça, on nous annonce qu'on est en rémission, mais pour tout plein d'autres choses, je vais aller en consultation pour complètement autre chose, c'est rien de grave, mais il faudra suivre. Pareil, pendant la chimio, au niveau de ma vue, elle a un petit peu diminué. Et j'ai eu en plus j'ai manqué de larmes. Donc du coup, il a fallu que je m'injecte moi-même des larmes régulièrement parce que j'avais les yeux trop secs qui me brûlaient. Et on m'avait dit, vous verrez, vous retrouverez un petit peu mieux, votre vue reviendra au fur et à mesure. Moi, je trouve que mine de rien, il n'y a pas tout qui est revenu. Et donc pareil, on retourne voir aussi l'ophtalmo. C'est revenu, mais il faut un suivi. Et en fait, c'est ça en permanence. C'est compliqué parce que du coup, une fois que tu es en rémission complète, tes proches et les médecins estiment qu'en dehors d'un suivi, le retour quasiment à la vie normale. Exactement. Socialement, tu as une vie qui est revenue à la normale. Dans le Après, sens socialement, où, je ne l'avais pas perdue parce que j'ai beaucoup vécu. Ce que je veux dire, c'est que tu as repris ton travail, tu continues à voir tes amis, tu as une vie normale. Mais que, en fait, à l'intérieur, derrière, il y a autre chose. Et que il y a des choses qui te rappellent que tu es malade, que tu as été malade, et que ce truc-là, tu le traînes avec la difficulté d'arrêter
de te dire que est-ce que je suis vraiment en rémission, est-ce que ça va jamais rechuter, le fait que tu aies des suivis réguliers avec à chaque fois la peur de te dire est-ce qu'on va m'annoncer quelque chose d'autre, est-ce que je vais devoir prendre des médicaments, etc. Et puis des douleurs qui de temps en temps sont encore là. Exactement. Donc en fait, ça c'est ce que les gens ne voient pas. C'est vraiment le côté caché où les gens, pour eux, ça y est, on est guéri, on a récupéré nos cheveux. La phase récupérer ses cheveux a été très difficile parce qu'on passe par tout un tas de coupes qui est horrible. Mais au fur et à mesure, on commence à redevenir... Parce qu'à un moment, je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression d'être moi dans le corps de quelqu'un d'autre. Et là, tout doucement, je commence à me retrouver moi physiquement parce qu'en plus avec la cortisone, j'avais pris du poids, donc je commence à reperdre ce poids, je commence à retrouver mes cheveux. Donc forcément les gens, oui c'est bien, je veux dire ça va mieux et tout. Oui ça va mieux, mais à l'intérieur ça va pas. À l'intérieur, y a encore plein de choses qui vont pas, il faut le temps que je me restructure. Et en plus, au moment où on m'a annoncé la rémission, donc il a fallu que je reprenne mes études. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a voulu une grosse engueulade avec mes parents parce que je voulais pas reprendre. Je me sentais plus apte, je me sentais plus légitime en fait à reprendre ce métier. Ma patience avait atteint un stade de limite. Je me suis dit, mais je pourrais pas redevenir patiente, retourner à l'hôpital. J'arrive déjà pas à aller passer un scanner sans me mettre dans une angoisse pas possible. Alors, qu'est-ce que je vais réussir à y aller en tant que soignante? Et c'est bon, la vie, en fait, ça se trouve, je vais rechuter demain. La vie, elle est trop courte. J'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter. Je vais rester en tant qu'aide-soignante. Ça me va très bien, ça me convient et tout. Et bon. Après une grosse dispute avec mes parents, j'ai quand même cogité où ils me disaient mais non, mais ce métier il est fait pour toi, tu l'aimes, tu le sais que tu l'aimes. Je dis oui je l'aime, mais là je peux plus me le voir. Et finalement j'ai eu la chance, en reparlant avec mes formatrices, j'ai repris ma formation. Je suis arrivée en stage et j'ai été parachutée avec des soignants formidables qui m'ont permis de reprendre confiance en moi, de voir un petit peu certains atouts que j'avais comparés à d'autres. J'aime pas dire ça, mais mine de rien c'est vrai que parfois un peu plus de légitimité dans ce que je dis par rapport à un autre soignant. Et finalement, à ce jour, je suis très fière d'être infirmière. Alors oui, il y a des jours, c'est encore difficile et des petites réflexions qui sont difficiles parfois. Un patient qui me dit madame, vous savez pas ce que c'est que d'être malade, vous êtes soignante. Alors parfois, quand on a un peu de dialogue avec un patient, je lui dis, vous savez... croyez pas que nous aussi on peut pas être malade, hein. On vient pas que travailler, hein. On a une vie, ça nous arrive de tomber malade. Et il y en a d'autres, on ne discute pas avec eux, mais c'est vrai qu'il y a des moments c'est un petit peu difficile parce que tu as envie de leur dire pourquoi je serais pas malade moi aussi, et en plus je le suis quoi. Donc parce que pour moi le mot malade il est toujours là en fait, il sera parti peut-être je pense le jour où on parlera vraiment de guérison complète, mais pour l'instant tant que la rémission est là, tant que j'ai des suivis, pour l'instant le mot malade est toujours présent pour moi quoi. Bon, merci Manon. Avec Franchement, plaisir. tu nous as dévoilé tout un tas de choses de ce que vivent les patients qu'on ne voit pas forcément à l'hôpital. Tu nous as parlé du fait qu'à partir du moment, tant qu'on n'a pas encore de diagnostic sérieux, on n'est pas toujours pris au sérieux. C'est ça. Et que ça, c'est difficile. Et surtout quand on fait pas c'est même pas ça, c'est surtout que quand on rentre pas dans le protocole, parce que c'est pas méchant, mais moi-même je l'apprends à l'école, c'est que souvent en tant que médecin, en tant qu'infirmière, on nous apprend telle maladie, ça se passe comme ci, comme ça, en grande ligne. Quand on rentre pas dans les cases. Et quand on rentre pas nous dans les cases et qu'en fait on passe un peu à travers et que les médecins comprennent pas, du coup là c'est compliqué parce que Donc tu nous as dit que ça c'était compliqué jusqu'au diagnostic. Tu nous as dit que une fois qu'on pose un diagnostic, ce que nous on voit pas en tant que soignants, c'est toute la partie aussi administrative. Ouais. Et ce qu'on ne voit pas aussi à l'hôpital, c'est le chemin la première fois que le patient va à la pharmacie chercher tous ses médicaments, le nouveau quotidien que c'est pour un patient en fait. Exactement, il faut être organisé. Finalement la maladie s'installe dans le quotidien. Ouais. Et on a beau au début vouloir se dire qu'on va être capable de tout gérer et d'additionner le quotidien de non-malade et celui de quotidien de malade, on se rend compte qu'on est un peu envahi par le quotidien du malade et qu'on ne peut pas faire grand-chose. Tu nous as dit aussi que tu avais des soignants qui étaient super chouettes, mais qui aussi avaient beaucoup d'activités. Exactement. Et qui malheureusement n'avaient pas toujours le temps de discuter longtemps avec toi, même s'ils voulaient. Et que en fait, tu avais trouvé sur les réseaux sociaux une communauté de gens qui, sans parler diagnostic, sans parler science, mais juste parlant de l'à côté de la maladie, t'avais offert une certaine résilience pour justement affronter le quotidien et t'offrir une nouvelle manière de regarder, de vivre ton quotidien de malade. Et tu nous as expliqué aussi qu'une fois que tu es en rémission, c'est pas parce qu'on est en rémission que la maladie s'évapore. Ça l'est peut-être parfois pour l'entourage,
Mais pour toi, en fait, c'est toujours là, et à partir du moment voilà, où tu as des examens, où tu dois encore suivre ceci ou cela, et ben c'est quelque chose qui est présent et qui ne part pas tout de suite. Donc c'était super enrichissant d'apprendre tout ça. Évidemment, il y a une bonne partie des choses que j'avais déjà entendues. Et je crois que c'est super intéressant de... C'est ça, il y a plein de choses que je n'ai pas forcément, je me suis pas étendue dessus. C'est super intéressant de le partager, et je crois que c'est super de le faire par ces regards croisés. On se doute d'un certain nombre de choses quand on est soignant, et tu le sais, tu es aussi soignante. Mais parfois dans le quotidien, dans la volonté de faire le maximum de choses pour le maximum de gens dans un minimum de temps, c'est ce qui nous est demandé aussi, eh bien on n'a pas toujours le comportement parfait, et on n'a pas toujours l'écoute, voilà. Et donc tout ça, c'est important à tête reposée, se le répéter, pour lorsqu'on va nous revoir des patients, se dire que tout ça, ça trotte aussi dans la tête de la personne qu'on a en face de soi. Et je trouve que c'est super qu'on puisse le faire. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Manon.